À quelques jours maintenant, évidemment, du premier tour de la présidentielle. Voilà ce que ça donne. À J-6 donc, Emmanuel Macron perd un demi-point, il est à 27,5. Marine Le Pen prend un demi-point, elle est à 22. Jean-Luc Mélenchon prend un demi-point, il est à 15,5. Éric Zemmour perd un point, il est à 10. Valérie Pécresse prend un demi-point, elle est à 10 également. Yannick Jadot, lui, ne bouge pas, il est toujours à 4,5. Dans la deuxième partie du tableau, Fabien Roussel est à 3, moins 0,5. Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Anne Hidalgo sont à 2. Petite progression pour la candidate du PS. Philippe Poutou ne bouge pas, il est à 1. Et Nathalie Arthaud ne bouge pas, elle est à 0,5. Voilà donc pour ces rapports. Alors juste avec vous Frédéric, pour commencer, Marine Le Pen, on l'avait quittée plutôt basse, c'est-à-dire il y a longtemps, au début de la guerre. Le mouvement est quand même assez incroyable. Elle peut arriver en tête au premier tour ou pas ? Ce n'est pas une impossibilité quand on regarde la dynamique. 22% pour elle, symboliquement, c'est pas n'importe quel chiffre. Elle est pour la première fois dans notre holding IFOP fiducial pour LCI Match et Sud Radio à son score, à un score supérieur à ce qu'elle obtenait le 23 avril 2017. Elle avait obtenu 21,5%. Le 21 mars, elle était à 17,5%. Elle était juste avant la guerre en Ukraine à 16,5%. 17, clairement, elle connaît une dynamique. L'écart avec Emmanuel Macron, au moment où le président sortant avait bénéficié de cet effet drapeau suite à l'agression russe, était de 10 points. Il n'est plus que de 5 points et demi. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle perce ou elle obtient des scores honorables dans des segments qui n'étaient pas des segments RN. Elle arrive à capter 13% de l'électorat François Fillon 2017. C'est peu, mais ça fait quasiment 2,5 points. Elle a un score honorable chez les retraités, chez les cadres supérieurs, tout en restant extrêmement solide dans ces catégories reines, si je puis dire, catégories populaires, catégorie générationnelle intermédiaire, les 25-34 ans qui arrivent difficilement sur le marché du travail, les 50-64 ans qui voient la retraite arriver avec une forte inquiétude et qui sont touchés par la dépendance de leurs proches. On a une Marine Le Pen qui s'installe et c'est une nouveauté. Il ne faut pas oublier qu'elle n'avait jamais connu dans les derniers jours d'une campagne présidentielle une dynamique. En 2012, elle est surclassée par Nicolas Sarkozy. En 2017, elle recule au fur et à mesure pour laisser Emmanuel Macron en tête. Arlette Chabot, j'allais demander, est-ce que ça a à voir avec la guerre en Ukraine ? La question plus précise, c'est est-ce que finalement Marine Le Pen ne bénéficie pas du fait que Emmanuel Macron a peu fait la campagne et qu'elle a pu s'installer par exemple sur le pouvoir d'achat puisque c'était son créneau ? On se souvient qu'à l'automne, en lançant sa campagne, Éric Zemmour disait que gagne celui ou celle qui impose son thème pendant la campagne. Alors lui, il a essayé, ça a marché à l'automne, avec évidemment l'immigration, l'identité et tout ce qui va avec, jusqu'à la remigration. Marine Le Pen, depuis le mois de septembre, elle a installé le pouvoir d'achat. Elle a préempté effectivement le sujet quand à l'automne ont commencé à monter les prix de l'énergie. Elle n'a jamais changé, alors que d'autres arrivaient derrière. Elle n'a jamais changé, et même bousculée par Éric Zemmour, elle n'a pas changé non plus. Elle est restée sur ce thème du pouvoir d'achat, et l'habilité pour elle a été pour se sortir du soutien à Vladimir Poutine et de ses sympathies pour la Russie poutinienne. Hop, immédiatement, elle a glissé vers les conséquences des sanctions économiques, c'est-à-dire la hausse des prix annoncée, plus importante encore, évidemment, pour les Français. Elle s'en inquiète et elle n'a pas bougé. Aujourd'hui, évidemment, et Frédéric le répète souvent, le pouvoir d'achat est vraiment la principale préoccupation des Français. Donc là-dessus, elle a effectivement une avance. Et puis on en parlera tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, qui se glisse sur ce thème du revenu, du pouvoir d'achat, des prix et des riches qui gagnent beaucoup quand les Français s'appauvrissent. Il progresse aussi. Et en même temps, Maurice Safran, elle peut aussi dire merci à l'un de ses concurrents qui a bien aidé à la dédiaboliser aussi. Alors c'est ce que j'allais dire pour compléter mes camarades, pour ne pas les répéter. La seule vraie surprise du premier tour, aujourd'hui, objectivement, c'est si elle finissait en tête. Et ce n'est plus impossible, puisque, effectivement, il y a des Français qui ne disent toujours pas pour qui ils vont voter. Il y a des Français qui ne savent pas, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde bien le rolling, pour qui ils vont voter. Donc, effectivement, le match est là. Elle a effectivement bénéficié de son travail de dédiabolisation depuis quelques années maintenant. Elle a aussi bénéficié du fait qu'elle a été présentée par les médias, par l'ensemble des médias, toutes sensibilités confondues, comme une nouvelle Marine Le Pen, beaucoup plus sympathique que le très méchant Éric Zemmour. Et ça a joué
absolument considérablement dans cette campagne. On l'a accusé d'être raciste. Lui, je pense qu'il l'est. Plus personne ne l'accuse, elle, d'être raciste. On ose à peine dire que c'est un parti d'extrême droite, on tourne autour du pot, c'est un parti populiste, etc. Donc elle est dans une situation très inattendue où elle a vraiment bénéficié d'un vrai effet dans les médias. Et ça, c'est absolument surprenant, je trouve. Valérie ? Non, je vais concourir à tout ce qui a été dit. Elle est à la tête d'un parti dont elle a réussi à éliminer, disons, les éléments les plus controversés. Ouais. Voilà. Ou en tout cas, on ne les voit plus. Qu'est devenu Thierry Mariani, l'homme qui était le meilleur ami de la Russie, qui était le VRP du vaccin russe, etc. On lui a demandé d'être le plus discret possible parce qu'il n'était pas question de laisser Thierry Mariani porter une ombre sur les amitiés de Marine Le Pen pour le régime russe et pour Vladimir Poutine. Donc, effectivement, on est dans une normalisation affichée, même si commence à sortir un certain nombre d'études de politologues, notamment la Fondation Jean Jaurès, qui estime, dans une très fournie étude de 68 pages, que si elle s'est lissée sur la forme, elle est aussi radicale sur le fond. Alors ça, on parlera effectivement au fur et à mesure des jours de la semaine, des programmes, du fond, etc. Il faut qu'on passe sur Éric Zemmour. Éric Zemmour, il est à 10, il perd un point, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et alors lui, à l'inverse, il a une espèce de dynamique inversée assez spectaculaire aussi. Oui, il y aura eu pour lui un avant et un après-guerre en Ukraine. Je rappelle la situation de quelques jours avant l'agression russe. Il avait été à 2 reprises devant Marine Le Pen, donc en situation symboliquement d'un demi-point. On était bien sûr prudent, c'était un match d'erreur d'être au second tour. Il a violemment reculé après l'agression russe. Il a perdu quasiment 3 points et demi. Il y a eu un petit rebond, mais là, peut-être, il pâtit d'un vote utile qui irait chez Marine Le Pen. Éric Zemmour, c'est un vote de colère, c'est un vote de nouveauté. C'était la seule offre électorale. Très idéologique. Et très marquée, tout à fait, très idéologisée. Et c'est vrai que quand on regarde, il a toujours ce que j'appelais ces 2 sources électorales. Il a une capacité à piocher dans l'électorat de Marine Le Pen, mais il est passé de 30% à 20%. Il avait une possibilité de piocher dans l'électorat de François Fillon. Il était parfois au-dessus de 25%, il n'est plus qu'à 13%. C'est son plafond. Maintenant, c'est quelqu'un qui a toujours des atouts dans cette fin de campagne, dans un contexte où un Français sur 4 dans notre rolling pourrait encore changer d'avis, où il y a des zones de recoupement entre le vote Zemmour-Le Pen, le vote Zemmour-Pécresse. C'est peut-être là où il y aura peut-être le plus de volatilité de connaître une fin de campagne meilleure. Mais c'est vrai que la dynamique que l'on voyait en janvier et surtout en février est aujourd'hui, si je puis dire, arrêtée. Non, mais il y a la dynamique qu'on voyait cet hiver, avant le rolling. Ouais. Quand vous dites, Frédéric, qu'on a été prudent, et je me mets dans le on a été aussi à ce moment-là très imprudent. L'ensemble des commentateurs expliquaient sur ce plateau et sur d'autres plateaux que c'était fini pour Marine Le Pen. Quand il a fait 17, 18, 19, on a expliqué qu'elle allait passer sous les 10. Donc il s'est bien passé quelque chose pour que ce soit le phénomène exactement contraire qui s'est produit. Et on ne peut pas exclure aujourd'hui que ce soit lui qui finisse sous les 10. Donc alors effectivement, il y a eu les gros incidents de campagne. Et les gros incidents de campagne, en réalité, ne sont pas des incidents idéologiques, sont des incidents sur le caractère. C'est les enfants handicapés et c'est les réfugiés ukrainiens. C'est les 2 gros accidents de campagne en procès en inhumanité. Et ça, je crois que ça a joué énormément au moment où tout le monde disait et racontait, sans doute à juste titre, ou peut-être pas, elle est tellement sympathique, cette Marine Le Pen. Et je pense que ça a joué énormément. Oui, puis en plus, on peut dire, alors il n'y a pas eu d'effet, Trocadéro pour Éric Zemmour. Son meeting de la semaine dernière. Ce qui prouve qu'effectivement, le Trocadéro ne porte pas bonheur à ceux qui y vont, parce que effectivement, ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois, voilà, c'est fait. Donc avant lui, Nicolas Sarkozy et François Fillon, ça ne leur avait pas apporté le succès qu'ils espéraient. Il y a eu aussi les slogans, c'est pas la peine de les répéter, qui ont été criés pendant ce meeting. Et puis il y a peut-être une lassitude quand même à l'égard de la provocation. C'est-à-dire quand il est un peu faible, en difficulté, voilà, il sort une provoque. Alors c'est la remigration qui est arrivée comme ça. Oui. Alors pour relancer un peu la campagne. Et puis la petite visite surprise à Marseille
et à Aix, sur un terrain de foot appartenant à Z, comme Zidane, c'est-à-dire le frère du footballeur. Visite surprise, c'est-à-dire il avait envie de jouer au foot comme par hasard sur ce terrain, sans avoir prévenu effectivement que c'était lui qui allait venir, puisque le terrain avait été réservé sous un autre nom. C'est ça, là. Tout ça fait un peu... Voilà, on le regarde. Il s'est fait raccompagner gentiment par le frère Zidane à la porte. Exactement. Alors après, il a beau dire ce qui est vrai d'ailleurs, qu'il a une grande admiration pour Zidane, le footballeur. Tout ça fait un peu... Je suis en difficulté, je fais de la provoque pour remonter dans les enquêtes d'opinion. Et je pense que là, il y a une lassitude, notamment dans un électorat un peu conservateur, mais bourgeois et bien élevé. Et en face, ça tape aussi. Vous citiez Valérie Pécresse tout à l'heure. Je voudrais qu'on l'écoute justement au sujet notamment d'Éric Zemmour. Je le dis aux Français qui en appellent à des réformes profondes, qui veulent la souveraineté et le retour à l'ordre, qui veulent restaurer la valeur du travail, qui veulent reconstruire nos services publics essentiels à bout de souffle. Je leur dis, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont l'assurance réélection d'Emmanuel Macron. Valérie, Éric Zemmour, c'est le grand rabougrissement pour l'un et c'est l'usurpateur pour l'autre. Il n'est pas de droite, en fait, c'est ça? Il s'est mis trop, il a été trop disruptif? Alors, je pense qu'il a pâti, notamment, on l'a dit, sur l'Ukraine, mais il a pâti non pas parce que sa sympathie envers Vladimir Poutine lui aurait coûté des voix, mais c'est quoi le personnage d'Éric Zemmour? C'est l'homme qui vous dit qu'il a lu tous les livres, qui peut vous faire des citations de 30 lignes à chaque débat, Maurice peut en témoigner, et qui, fort de cette culture, de son histoire, de sa capacité d'analyse, tel est le storytelling du côté des amis d'Éric Zemmour, ne peut se tromper sur rien. Et puis tout d'un coup, il fait un pari et il dit « Je vous dis que Vladimir Poutine n'envahira pas l'Ukraine ». Et tout d'un coup, poung, le vernis a sauté. Tout d'un coup, on s'est dit qu'il n'était pas omniscient, omnipotent, et que donc, ces grandes envolées sur un certain nombre de thèmes étaient peut-être pas frappées du coin du bon sens. Et c'est sans doute comme cela qu'il a trébuché sur la question de la guerre en Ukraine. D'autant que la question de la guerre en Ukraine, elle se cristallise complètement dans la campagne. Enfin, on sait que ça va durer encore des mois et voilà. Je pense vraiment que Valérie parle dehors. Parce que quand on interrogeait, avant l'émergence Zemmour, les sympathisants RN, ou plutôt les gens qui avaient au moins voté une fois pour le Rassemblement national. Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils avaient voté pour le RN, pour Jean-Marie Le Pen par le passé, ou pour Marine Le Pen? C'était pas la personnalité, c'était les constats. C'était le FN dit tout haut ce que les Français pensent tout bas. Le RN dit des choses qu'on n'ose pas dire. Et c'est vrai que Éric Zemmour, c'était le Cassandre parfait. C'était un peu ça. C'était ça. Ouais. C'était vraiment... Et lors de cette fameuse percée dont parlait Maurice Zaffran tout à l'heure au cours de l'hiver, c'était le Cassandre. Avec l'Ukraine, il y a une véritable cassure. Il s'est complètement trompé. Il avait dit sur un plateau, Éric Zemmour, M. Poutine n'attaquera pas l'Ukraine. Il l'a attaqué, et puis ce procès en inhumanité, il a été en porte-à-faux avec son électorat. Et même si parfois j'ai entendu sur des plateaux, effectivement, il peut être largement devant Marine Le Pen, il y avait aussi quelque chose qu'on disait tous ensemble ici, c'était que dans une présidentielle, c'est une bataille de crédibilité et de coup d'éclat permanent. Les gadgets de campagne, aller sur un terrain de foot un peu à la Giscard. Non mais crédibilité, mais il y avait beaucoup de spécialistes, notamment des questions militaires, sur ce plateau qui disaient, honnêtement, personne ne croyait que Poutine irait du côté de Kiev. Oui, donc, non mais il y a une... C'était pas une évidence, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est pas ce que je dis, mais il y a une manière de le dire d'Éric Zemmour extrêmement catégorique, extrêmement péremptoire. Je le connais bien, il ira pas. Ces spécialistes militaires n'était pas catalogué comme pro-Poutine, alors qu'il l'était lui. Oui, en plus, oui. La cohérence idéologique, c'est important. Dans une campagne électorale, l'enfermement idéologique, ça ne peut pas fonctionner jusqu'au bout. Et c'est de ça dont on s'en rend compte. Parce qu'il a été extrêmement cohérent, dans le fond. Il ne faut pas accueillir de réfugiés. C'est la cohérence.